j'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial pour nous, Samantha Weber, qui va nous parler d'ajouter à l'approche de la régulation passive à notre protocole actif traditionnel. Samantha est bien sûr l'une de nos plus anciennes amies. Nous sommes ici dans un endroit très particulier à Paris, un endroit où elle a vécu lorsqu'elle y faisait ses études. Donc, il y a un lien évident entre la Californie où vous êtes, même si en ce moment, je crois que vous êtes au Texas pour un congrès, mais entre la Californie où l'AOMT est basée et Paris, et où nous sommes actuellement, eh bien, voilà, vous êtes moitié française, moitié parisienne dans votre cœur. Nous sommes très heureux de vous accueillir au Froggy Days. Vous êtes l'une des éminents experts et en tant que formateur de thérapeutes myofonctionnels et vous avez des milliers de thérapeutes myofonctionnels dans le monde entier qui vous connaissent. Vous leur apprenez seulement comment faire non seulement comment faire les thérapies, mais également réhabiliter les patients et vous leur donnez le goût de la réhabilitation myofonctionnelle. Vous leur montrez l'importance de faire toutes ces améliorations et bien sûr, vous leur apprenez comment le faire. Mais je pense que c'est aussi de cette partie que l'on oublie bien souvent et sur laquelle nous devrions mettre l'accent parce que c'est tellement important et c'était une des choses qui nous a rapprochés depuis le premier congrès où nous avons commencé à collaborer ensemble. Je me souviens de Chicago en 2013, je ne portais même pas encore de moustache à l'époque et vous avez développé nous avons développppé une merveilleuse relation depuis. Je suis ravie de vous avoir ici, Samantha. C'est un véritable plaisir et je ne vais essayer de ne pas vous faire rougir davantage. Je vous laisse partager votre écran et commencer votre conférence et nous aurons dans un peu plus d'une demi-heure pour les questions et réponses. Je suis absolument ravie d'être ici. Merci Guillaume, merci tout le monde et merci Aline. J'ai adoré votre présentation, Aline, et ce que je vais faire, c'est vous présenter quelques-unes des façons que nous avons d'utiliser Froggy Mouse. Et bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Juste, voilà, pour info, je donne des cours de thérapie myofonctionnelle à l'OMT et la raison pour laquelle nous faisons la promotion de cet appareil, c'est que nous souhaitons que nos thérapeutes obtiennent de meilleurs résultats. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est évaluer l'efficacité de la thérapie myofonctionnelle et ensuite examiner la pathogénèse d'une déglutition typique. Car c'est vraiment là que les choses se mettent en place et que ma thérapie fonctionnelle a donné lieu à une acceptation dans l'industrie médicale. Et bien sûr, en considérant toutes ces applications et cette approche passive avec une thérapie active, eh bien, cela peut vraiment augmenter, améliorer les résultats de vos patients. Je souhaitais donc vous remercier d'être ici. Je suis absolument ravie d'être là et que cet événement ait lieu. Donc, pour vous donner un petit peu d'historique, je voulais vraiment vous parler de ce point de vue traditionnel, la thérapie myofonctionnelle, qui depuis 1918 était des exercices actifs pour améliorer les fonctions liées à la langue et au repos et au mouvement. Et cela a été traduit essentiellement par une meilleure stabilité orthodontique et occlusale. Et dans les années 50, cette compréhension de la déglutition a permis d'appliquer la thérapie myofonctionnelle et c'est vraiment fonctionné sur la poussée de la langue et sur la façon d'apprivoiser cette langue. Walter Strobe a examiné le rôle de la langue dans cette déglutition anormale et il a créé des exercices actifs afin de renforcer le traitement orthodontique. Et il s'agissait vraiment principalement de déglutition, de la poussée de la langue appelée déglutition pervertie, déglutition infantile.
Et le défi des orthodontistes, comme nous le savons, est de savoir comment contrôler la langue. Eh bien, je pense qu'il faut beaucoup plus qu'un simple appareil. En réalité, il faut un traitement complet. Et la raison en est que la langue est un organe très complexe. Elle est composée de 16 muscles, 8 intrinsèques, 8 extrinsèques, et nous savons qu'elle change de forme mais pas de volume, comme une pieuvre ou encore la trompe d'un éléphant. Nous appelons cela des propriétés hydrostatiques et c'est la partie de l'équation qui a été mise en lumière depuis que Walter Straub a décrit la déglutition anormale. À savoir que la déglutition anormale concerne en fait le muscle généalogique qui est le plus grand muscle dilatateur des voies aériennes supérieures. Et la contraction de ce muscle élargit essentiellement les voies aériennes oropharyngées dans la dimension postérieure intérieure. Et c'est ainsi que nous relions la thérapie myofonctionnelle et la déglutation à la remédiation des troubles respiratoires du sommeil. La langue, comme nous le savons, est un organe complexe. Et vous voyez, c'est un mouvement rapide. Vous voyez ici comment le palais agit et qui permet l'ouverture. Ici, il y a toute une coordination complexe qui se met en place. Et cela donc donne lieu à beaucoup de possibilités de mouvement. Quand on vient à la thérapie fonctionnelle, depuis cet article marquant de 2009 dans lequel Katia Gamer a publié les effets, un écrit sur des effets et exercices oraux sur les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil modéré, nous avons également eu plusieurs revues réexamination systématique qui confirme, comme la thérapie fonctionnelle, que cela réduit le ronflement. Et on a également, vous avez entendu parler des Froggy Days, des Froggy Days, pardon, dans la désaturation en oxygène. Maintenant que nous examinons cet ensemble plus large de recherche, je tiens à faire un clin d'œil à Philippe Amat et à sa méta-analyse et aux autres, Macario Camacho, et ces autres méta-analyses qui ont validé vraiment ma thérapie fonctionnelle. Et cela a vraiment amélioré la façon dont les thérapeutes fonctionnels peuvent travailler de concert avec de nombreux prestataires. Ces méta-analyses confirment que la thérapie myofonctionnelle sert de traitement d'appoint à d'autres traitements SAOS. Et je souhaiterais aborder ce sujet car il est lié au Froggy Mouth. Comme vous le savez, c'est un dispositif neurologique et nous avons entendu parler du système stomatographique et nous continuerons à entendre le docteur Philippe dans un instant. À ce propos, il y a une structure anatomique qui est régulée par le système stomatographique, les dents, la mandibule, le maxillaire, les articulaires temporales, les nerfs et les systèmes vasculaires. Ensuite, il y a la régulation des fonctions qui inclut la mastication, la déglutation, la parole et la respiration et bien sûr le maintien de la posture de la tête et du coup en relation avec la langue mandibulaire et l'os hygoïde. Il y a donc un véritable nexus de coordination qui est un événement de régulation neurologique de la partie cérébrale, du tronc cérébral. Et donc, pourquoi est-ce que je pense que cette approche passive de la thérapie avec un Froggy Mouth peut augmenter les résultats que nous recherchons dans ma thérapie fonctionnelle? Eh bien, c'est la partie que je trouve vraiment fascinante. Donc le cerveau moyen, qui est la partie supérieure du tronc cérébral, que l'on voit ici, elle régule les mouvements des yeux. Et il a la partie médiane du tronc cérébral, il coordonne les mouvements du visage, l'audition et l'équilibre.
Et enfin, nous avons le bulbe rachidien, la partie inférieure du cerveau qui aide à réguler la respiration, le rythme cardiaque, la pression sanguine et la déglutition. Si vous avez déjà pris la parole dans un événement public et que vous êtes par exemple très nerveux, eh bien, soit la salive s'évapore et vous avez la bouche sèche, ou alors il y a un excès. Et du coup, les fonctions de déglutition quand vous êtes dans cet état est absolument altérée. Il y a donc une perturbation dans ce système éthique, dans ce système qui, par ailleurs, d'une certaine façon, peut se produire et va créer un événement neurologique. Dans ce système, eh bien, nous le décrivons comme un trouble myofonctionnel et un problème donc de déglutition, une interruption, un désordre. Et cela peut également se produire in utero et cela pourrait être décrit comme un trouble myofonctionnel. Le trouble myofonctionnel est une pathologie chronique, elle n'est généralement pas aiguë, mais elle se développe et évolue généralement avec le temps et est vraiment difficile pour un pédiatre de comprendre comment cette affection peut ne pas être quelque chose à traiter puisqu'il semble que les enfants peuvent s'en sortir. Peut-être qu'ils sont un peu fatigués, ils doivent se coucher, ils doivent aller au lit assez tôt. Mais nous nous intéressons vraiment aux compensations qui découlent de cette maladie chronique et les compensations se manifestent dans la respiration, la mastication, la déglutation. Et cela a un impact sur la morphologie crânio-faciale, la façon dont notre visage se développe. Et il a été démontré que cela conduit à des troubles respiratoires du sommeil ainsi qu'à d'autres endotypes pathophysiologiques tels que la syndrome glossopostural. Nous avons des affiches disponibles. Il y a 32 marqueurs cliniques des phénotypes des troubles myofonctionnels. La liste est exhaustive et si vous regardez ces critères, je pense que vous reconnaîtrez beaucoup de maladies qui accompagnent, qui sont de l'ordre de la comorbidité, avec d'autres symptômes. Je vais donc me concentrer sur l'aspect de la déglutition dans la façon dont nous traitons cela dans la thérapie fonctionnelle. Nous allons donc examiner la poussée de la langue et la déglutition atypique. Je parlais donc de marqueurs cliniques, essentiellement. Voilà comment ça se présente. Quel est le phénotype? Le manque de respiration nasale, au trouble du sommeil. La respiration peut conduire la langue à se déplacer ou à se reposer en avant et à pousser contre les dents pendant la déglutition. Au lieu de remonter dans le balai, la langue se déplace vers l'avant ou latéralement. Si je souligne ce point, c'est parce que la déglutition est intimement liée à la respiration. Nous ne pouvons donc pas considérer que la déglutition comme un événement isolé. Nous devons examiner la respiration car c'est ce qui régule le processus et la perturbation de la respiration se traduit par un trouble myofonctionnel avec une glande génitale qui avance. Et comment est-ce que l'on traite ça? Eh bien, après avoir éliminé les allergies, en cas d'obstruction nasale ou de faible tonus musculaire, un thérapeute myofonctionnel va modifier le comportement favorisant l'étanchéité des lèvres, y compris la normalisation de la respiration. Si le patient respire par la bouche et que cela n'est pas traité, eh bien, nous voyons comment cela se manifeste d'un point de vue morphologique, spatial, crânien avec cette occlusion ouverte. Vous pouvez avoir une occlusion ouverte latérale bilatérale et c'est vraiment là que l'orthodontie a demandé à mon thérapeute fonctionnel de dompter sa langue. Mais il ne s'agit pas seulement de la langue, nous devons comprendre comment cela s'articule. Il est intéressant de noter que l'évolution de l'effondrement du pharynx chez l'homme s'est faite au fil du temps.
Tous les autres animaux et mammifères ont ce chevauchement instantané vélo-épiclétique humain. Cependant, à un moment donné de l'évolution de la posture verticale, l'allongement du pharynx a créé une condition qui a rendu la respiration beaucoup plus difficile. Et ce n'était pas seulement que le pharynx s'est allongé quand les humains se sont levés et se sont mis sur 2 pieds. C'était bien plus que ça. Le pharynx, eh bien, c'est ce passage qui garde les voies respiratoires ouvertes. Il permet à la respiration d'entrer et de sortir des poumons. Il est également étroitement impliqué dans la déglutition. Il crée une série de chambres qui génèrent une pression suffisante pour soutenir la force musculaire nécessaire à la déglutition. Et bien sûr, pour parler, nous avons besoin d'un flux d'air pour produire des sons. Et le génaglosse et la langue en général, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, ce mouvement est en fait la façon dont le pharynx intervient dans ces différentes fonctions. Le pharynx s'est donc allongé lorsque l'homme s'est redressé. Mais il y a autre chose qui s'est passé. Si l'on regarde la façon dont les humains respiraient, c'est seulement un exemple, voilà, de prendre de l'eau, de la porter à notre visage et de l'aspirer au lieu de ce qui serait la condition suivante, c'est-à-dire une autre façon de boire, où on peut voir comment la déglutition a changé à cause de l'évolution et de l'ère industrielle. Ces changements sont intéressants parce que ça signifie que nous sommes littéralement pas en mesure de permettre à la langue de fonctionner. Il y a un espace qui s'est créé basé sur cette évolution. Les changements dans la musculature a également compromis la façon dont notre langue et ses autres muscles accessoires fonctionnent. Maintenant, quelques faits. La déglutition se produit 600 fois par jour. En gros, certains disent que jusqu'à 10 000 fois par jour. Environ 200 fois pendant les repas, 300 fois au réveil, 50 fois ou plus pendant le sommeil. Ça dépend vraiment. Et certaines personnes pourraient dire que même c'est moins. Nous avalons beaucoup moins souvent pendant le sommeil, mais pour avaler, nous recrutons 20 muscles pour effectuer cette action. Et ce sont ces muscles qui sont nécessaires pour avoir suffisamment de force pour pousser vers le haut. Voici un appareil qui mesure la force et l'endurance de la langue. Et il s'agit d'un appareil qui a été conçu pour mesurer la fonction de la langue afin de créer une déglutation suffisante. Le score Mallampoti a changé en termes d'espace dans la cavité buccale, car maintenant, nous buvons différemment et nous avons moins de possibilités de mâcher. Mais en ce qui concerne les possibilités de mastication, nous constatons que l'évolution des troubles fonctionnaires légers est vraiment un produit de la culture moderne et d'autres aspects qui jouent un rôle dans ce domaine sont la taille et la surutilisation de l'alimentation ou du biberon. Les sucettes notamment et les gobelets ou les gobelets pour bébé qui contribuent à nouveau à l'obstruction des voies nasales. Peut-être d'autres habitudes comme la succion des doigts ou la réduction des muscles de mastication. Tout cela conduit à une altération de la posture ventibulaire. Et c'est ce qui finit par arriver à notre pauvre langue. Elle n'a pas assez d'espace il n'y a pas assez d'espace pour respirer et elle réduit l'utilisation de ses muscles de mastication, ce qui modifie la forme du squelette. Et c'est ce qui va nous guider vers cette instabilité chronique récurrente qui se manifeste dans des états pathologiques avancés comme l'apnée du sommeil, le TMD et les rechutes orthodontiques. Alors, pourquoi est-ce que nos visages rétrécissent? Nous savons que l'ère industrielle a réduit notre capacité de mastication, mais
Maintenant, essayons de comprendre comment la langue est censée pousser le visage vers l'avant et vous ajoutez à la comme si vous mangez des croissants par exemple, des pâtes au fromage, et bon, je suis de Los Angeles, je suis californienne, nous vivons dans une culture où tout le monde boit sa nourriture en pensant qu'ils obtiennent toutes ces algues bleues, bleu verte, mais sans les forces de compression mécanique des dents et de la langue dans le palais. Ce qui se passe avec la posture de la langue et la mastication, les visages ne sont pas poussés vers l'avant, et ceci est décrit dans la matrice fonctionnelle de Mohs. Maintenant, ça a été très bien décrit. Qu'est-ce qu'une bonne posture buccale de repos finalement? La pression de la langue est en haut dans le palais, et si vous voyez ce palais haut et étroit, il y a de fortes chances que la langue ait été abaissée, et c'est probablement lié à un lien, cela a probablement un lien avec la respiration compensatoire qui a lieu, et l'obstruction nasale, donc le nez, influe vraiment sur la posture de repos oral, tout comme les restrictions. Et il y a donc, d'autres variables en jeu. Nous voulons que toute la langue soit dans le palais, que les lèvres soient fermées et que les dents soient légèrement écartées dans une position de repos buccal correcte. Et c'est quelque chose que nous devons enseigner. Nous devons former nos patients à cela de façon à ce qu'ils comprennent que si les lèvres sont ensemble, les dents ne sont pas censées l'être. Nous ne voulons pas que ces dents soient enfermées, et c'est une partie de la formation myofonctionnelle qui consiste à faire prendre conscience à quelqu'un de ce qu'il fait et à comprendre que la pression de la langue va écarter le palais latéralement ou la guider vers l'avant. Si ça ne se produit pas, il y a de fortes chances que vous ayez une hypolaplapsie maxillaire, et cela est dû à la position basse de la langue. Par ailleurs, la réduction des entrées sensorielles due au fait que la langue n'est pas sur le palais dégrade également la façon dont nous percevons les entrées sensorielles. Ainsi, notre goût est affecté, notre capacité à sentir les formes en bouche, c'est-à-dire la proprioception orale, qui diminue également. Ce n'est pas seulement que ce Malan Potty score augmente avec la respiration buccale, il s'agit de l'ensemble du nexus sensoriel autour de la cavité buccale qui est touché et dégradé. Et je souhaitais vous le faire savoir que la respiration buccale dégrade la perception. Donc, si vous avez un enfant et que vous essayez de lui apprendre à avaler, vous ne commencez pas par la déglutition, vous devez lui faire fermer les lèvres pour augmenter l'entrée sensorielle. Maintenant, nous savons qu'une déficience maxillaire ou mandibulaire va essentiellement réduire et dégrader la croissance de notre visage, et nous savons que la fonction de la langue est de protéger les voies respiratoires. Donc, si la langue est basse et n'a pas d'enroulé, vous verrez un trait très commun dans ces cas de troubles respiratoires du sommeil qui est la poussée de la langue. Cela peut se manifester par un faisonnement de la langue pendant que l'enfant ou l'adulte dort, mais essentiellement parce qu'il n'y a pas assez de place à cet endroit. Rappelez-vous que le Gina Glasses est comme la ville de New York, elle ne dort pas, elle est éveillée constamment, et son plus grand travail est de protéger les voies respiratoires. Donc, au lieu de vous fâcher contre la langue, votre langue, je veux que vous compreniez que la poussée est un système d'asservissement pour une meilleure respiration. C'est le boulot de la langue, là. Disons que la langue a un devoir d'aide, il faut qu'elle apprenne un nouveau schéma, mais il faut aussi respirer pour cela. Et pour ce faire, les objectifs de la thérapie dysfonctionnelle sont très logiques, mais voilà, passons-les rapidement en revue. Vous minimisez les habitudes orales, vous établissez la respiration nasale
de façon à obtenir cette compétence labiale afin que l'entrée sensorielle soit élevée, vous atteignez cette position de repos de la langue agréable où vous activez l'arrière de la langue et vous vous souvenez de la vidéo de la langue qui bouge. Vous activez l'arrière de la langue pour qu'elle puisse toucher le palais mou comme elle est censée le faire et vous tonifiez les muscles pharyngés et maintenez la posture de la tête et du cou. Ce sont les objectifs de la thérapie fonctionnelle douce. Alors, comment un traitement actif visant à atteindre tous ces objectifs fonctionne-t-il avec une approche passive? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Très bien, en beauté. En fait, le Froggy Mouse a augmenté nos résultats. Les gens l'adorent parce qu'ils n'ont pas besoin d'y penser. Ça fait vraiment une différence. Et en raison de l'effort qu'il faut fournir pour maintenir ces objectifs par des exercices actifs, le Froggy Mouse peut être un véritable soulagement. Maintenant, nous formons les gens à faire un traitement complet et une thérapie myofonctionnelle. Et comme il s'agit d'une rééducation neurologique, ce n'est pas une approche que l'on peut avoir à court terme. Il s'agit généralement d'un cycle de 12 mois afin d'acquérir de nouvelles voies neuronales. Nous avons une phase intensive dans les premiers mois du traitement, puis nous passons à vous faites s'habituer à la génération et ensuite nous maintenons cela, mais nous ne nous en prenons pas à nos patients. Souvenez-vous-en, il faut faire bien attention à cela. Il y a beaucoup de gens qui rechutent, il faut essayer d'éviter cela. Je vais vous dire, beaucoup de gens viennent nous voir après avoir suivi une thérapie myofonctionnelle, et seulement pendant quelques mois, et puis ils rechutent, ils sont renvoyés à notre cabinet. Ce cycle de 12 mois assure donc une stabilité et l'intégration neurologique. Les principes de la neuroplasticité est la façon dont le Froggy Mouse fonctionne. On l'utilise pour l'amélioration. La plasticité est spécifique à l'expérience et donc ces exercices et contextes informent la façon dont votre cerveau établit ses connexions. Maintenant, la composante active est la répétition et la répétition passive de l'utilisation d'un appareil comme l'utilisation intensive du Froggy Mouse. Et c'est très important, il faut que le cerveau soit suffisamment sollicité pour que le nouveau schéma puisse effectivement créer des voies. Si l'intensité est faible, alors le cerveau ne trouvera pas une nouvelle façon de faire. Le temps a son importance, l'âge aussi, toutes ces choses comptent. Mais c'est aussi finalement la façon dont nous utilisons ces exercices. Vas-y, des exemples de différents exercices de préparation. Tenez-le sur le nez et faites-le sortir. Je vais le refaire. Je veux l'entendre. Bien. 1, 2, 3, 4. Très bien. Il a moins de 4 ans. Il suit une thérapie active, dans ce cas en utilisant la traction du bouton pour augmenter la coordination de sa lèvre supérieure et inférieure. Et c'est une approche active dont il s'agit ici. Ce type-là, cet homme regarde dans le miroir, il élève son occlusion et son os et il avale. Il se regarde dans le miroir, il voit ce qu'il est censé faire. Je le guide en tant que thérapeute et il avance et répète. Il y a assez d'intensité, de stress, de plasticité pour que ces schémas commencent à évoluer. Un autre exemple, en utilisant des crackers, qu'il commence à mâcher uniformément, à rassembler, et puis en utilisant le miroir, il est concentré. Et la raison pour laquelle il fait ça, c'est que nous essayons de lui faire utiliser sa langue différemment. Mais cela requiert beaucoup d'efforts et cela nous amène sur les façons dont nous pouvons agir.
Et ça, c'est toute la beauté du froggy. Parce que comme donc nous le savons entre-temps, le froggy mouth travaille, par voie passive en tout cas, sur tout un circuit neurologique de reconstitution et qui, finalement, quel que soit l'âge, de 3 ou de 4 ans ou de 30 ou 40 ans, tout le monde est tellement content de pouvoir se reposer sur cette thérapie dont les 3 ou 4 occurrences hebdomadaires suffisent, même si la prescription, donc on l'a dit, peut varier. La prescription de base est de 15 minutes par jour, 3 à 4 séances par semaine pour en recueillir les effets. Alors, il faut s'assurer que l'engin soit tout de même confortable dans la bouche de l'enfant pour que, bien entendu, il s'installe confortablement dans ces mécanismes. Alors, par exemple, la fermeture parfaitement scellée ou hermétique de la bouche n'est pas obligatoire. Il faut avoir de la patience parce que c'est tout de même un effort immense, en fait, de restructuration qu'on demande finalement à ces zones de survie tout à fait centrales dans les parties sensorielles et motrices du cerveau en modifiant la posture et en contraignant la langue. Donc, si on peut jongler avec la proprioception et la conscience, ainsi que les éléments passifs finalement du circuit, l'intégration se fait de manière beaucoup plus fluide. Et de façon générale, qui n'aime pas écouter le docteur Phellus avec cette très belle analogie finalement, ou de l'art de la métaphore qu'il maîtrise tant, lorsque l'on est à la montagne, par exemple ici. Vous le voyez, parfois en admirant une piste depuis le bas ou les hauteurs d'une montagne, vous voyez des sillons qui en général indiquent ou vous incitent à retracer les mêmes sillons passés finalement sur les traces de précédents skieurs. Alors qu'en fait, qu'on essaie de faire avec le Froggy Mouth, c'est du hors-piste en quelque sorte, balisé bien entendu en conscience, mais avec cet objectif de traverser de créer de nouveaux sillons. Il faut finalement arriver à se mettre dans les conditions favorables pour s'autoriser à penser différemment et à emprunter ces nouveaux chemins. Donc, on écoute ce témoignage avec ma jeune patiente Anne, dont l'anonymat est préservé. Donc, Anne, voilà, peux-tu le mettre pour moi, le Froggy Mouth? Tu aimes bien le porter. Est-ce que tu peux l'enlever aussi facilement que tu l'as mis? Oui, c'est très facile, aussi facile qu'une paille finalement. Peux-tu m'en dire plus? Est-ce que ça affecte la façon dont tu avales? Est-ce que tu arrives à avaler avec ça en bouche? Oui, ça lui posait un petit problème au départ. Alors, il faut que tu arrives à trouver les nouvelles postures intérieures de ta bouche pour arriver à avaler aussi confortablement. Voilà, alors ici, vous entendez, je venais déjà de lui donner le Froggy Mouth pour la première fois depuis une semaine. Et ce n'est pas avant de la voir avec sa tête penchée sur un livre portant simplement passivement ce Froggy Mouth en bouche, que je me suis aperçue que là, malheureusement, elle sapait une partie des bénéfices de ce programme en ne travaillant pas sur sa posture. Donc, c'est là que j'ai eu l'occasion de lui dire, non, il faut se tenir droit. Alors, deuxième question, est-ce que finalement, le Froggy Mouth se destine à tout le monde? Eh bien, non. Est-ce qu'il est pour vous aider à travailler l'occlusion de vos lèvres? Non. Est-ce qu'il est un appareil orthodontique? Non. Toutefois, il améliore les fonctions qui vont ensuite permettre de meilleurs résultats orthodontiques. Est-ce que Froggy Mouth est comparable à d'autres produits tels que Myomanchi? Souvent, on me pose cette question, en fait. Et je dirais, alors là, un grand non. Et la raison est qu'il s'agit vraiment d'une approche totalement différente. Myomanchi travaille sur la déglutition et les muscles de la mastication. Et oui, il y a une composante commune, mais ceci est un traitement actif dans le cas de Myomanchi, alors que Froggy Mouth travaille sur le circuit passif, on le disait. Alors, est-ce que Froggy Mouth est excellent pour les enfants? Oui. Est-ce qu'il est excellent pour les adultes? Absolument oui. Est-ce que Froggy Mouth est aimé ou apprécié par ses patients? Un grand oui aussi. Parce qu'en fait,
j'essaie de ne pas me laisser envahir par ma susceptibilité de physio, mais en fait, ils adorent. C'est un peu vexant en tant que kiné, bien entendu, ils adorent le froggy math parce que justement, il n'y a aucun effort à faire au niveau des exercices. Est-ce que c'est un appareil qui vous aide à avaler? Et oui. Donc voilà, c'est un de ses bienfaits. Collatéraux. Donc, la thérapie myofonctionnelle va au-delà de simples exercices. On sait qu'elle repose justement sur des habitus, et ceci aussi bien neurologique que compensatoire, et toute une série de stratégies développées finalement qui permettent de réagir au stress, au stimulus, à la respiration ou à d'autres stimuli. Donc, et c'est là que les traitements actifs peuvent les aider à redresser le cours de leur existence, parce que nous sommes là pour collaborer en tant que tuteurs, en quelque sorte, pour les aider à pencher dans la bonne direction et orienter la passion et l'énergie qui pourra découler de la motivation qu'ils auront trouvée eux-mêmes. Finalement, nous ne sommes pas dans une petite boîte fermée dans sa tour d'ivoire d'expertise. Nous sommes vraiment ouverts sur l'ensemble des parties prenantes à ce processus de guérison. Donc, en conclusion, finalement, on peut dire que Froggy Mouth est vraiment très supportif des patients et de leurs méthodes thérapeutiques alternatives. Et il y a de nombreux aspects fonctionnels qui affectent la déglutition, allant de la langue à la mobilité, à la mobilité nasale. Et tous ces mécanismes compensatoires sont bien reçus par les clients parce qu'il y a moins de travail ou d'effort, avec une meilleure donc adhésion, je dirais, ou fidélisation par rapport à cette thérapie. Donc, la cohérence s'installe normalement assez naturellement grâce à la collaboration entre toutes ces différentes fonctions. Et c'est un élément clé que cette cohérence, justement, qui permet d'alimenter la motivation. Et en tant que thérapeute fonctionnel, notre rôle de coach est justement de les amener à la ligne d'arrivée par rapport à cet objectif pour changer progressivement et continuellement leur attitude, mais de manière pérenne. Merci de votre attention et bien sûr, je suis heureuse de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Samantha, pour cette expertise, partager de nombreuses réactions. Cela ne m'étonne pas, bien entendu, parce qu'il y a de nombreux étudiants, probablement parmi les gens qui se sont connectés à nous, de nombreux étudiants à votre classe. Donc, je reçois encore une série de questions qui sont analysées par mon équipe technique et que je remercie au passage. Et donc, chère Samantha, j'en lirai quelques-unes. À quel âge, selon vous, un traitement biofonctionnel est-il recommandable? Eh bien, nous, on commence même chez les bébés, les enfants en bas âge. En fait, il faut toutefois, bien entendu, être très attentif à éduquer les parents sur la précaution et le dosage. Je dirais, il faut tout simplement être ajusté, je dirais, l'approche ou la stratégie pour l'enfant, enfin, avec un degré de ludicité plus ou moins approprié. Alors, par exemple, l'exemple du patient que vous traitiez dans le cas précédent, je dirais que même cet enfant qui devait faire des exercices plus actifs, qui avait 3 ans et demi, dans la vidéo que je vous ai montrée, effectivement, est un peu un exemple type, mais j'ai même eu l'occasion de traiter des enfants plus jeunes qui finalement ont appris à mieux interagir avec leurs parents, ne fût-ce qu'en matière d'écoute et de regard et d'attention. Donc, ce que les parents ont eu l'occasion d'apprendre lorsqu'ils viennent à nous avec des enfants en bas âge, effectivement, est une façon de transmettre finalement toutes ces clés de modification comportementale. Donc, d'autres mesures intéressantes, par exemple, la largeur intermolaire, l'espacement intermolaire, est-ce que tout ceci participe à la description des facteurs de succès? Bien, non, on ne veut pas devenir trop dogmatique, mais on sait qu'en réalité, les tissus mous finissent par servir d'écran
à la croissance osseuse et que la pression de la langue joue finalement dans la formation de cette cavité buccale dans son ensemble. Alors, la réponse à votre question est que je sais qu'il y a beaucoup de statistiques décrivant la distance ou l'espace intermolaire, mais nous avons l'occasion de lire ceci au cours de nos pauses café, hein. Même plusieurs millimètres d'écart, parfois, cela arrive très souvent en réalité, oui, pour décrire les dysfonctionnements, même si ça n'est peut-être pas toujours un élément central. Donc, je vois que vous avez bien insisté sur les conséquences de la posture linguale, hein, qui affectent le reste et vice-versa. Donc, quand je lis ici que certains vous demandent quelles sont les différences entre finalement les approches passives et actives, si on compare les traitements exclusivement actifs ou les traitements actifs plus, c'est-à-dire comme celui de Froggy-Mouth qui agit sur les deux directions, je dirais, par rapport à la présentation que Eleonore nous a faite un peu plus tôt d'ailleurs. Eh bien, écoutez, la thérapie myofonctionnelle est un chemin, je dirais. Et on signe en général un accord avec quelqu'un pour un minimum de 1 an de sa vie quand on s'embarque dans ce genre d'expérience. Et la raison pour laquelle nous essayons de bien rendre conscient finalement ce cadre et que lorsqu'ils ont l'impression d'arriver dans une impasse ou de se heurter à un obstacle insurmontable, eh bien, il ne faut pas hésiter à expérimenter de nouveaux chemins. Une fois de plus, ce qui est hors piste fait partie aussi de ce cheminement. Et il faut donc savoir jongler entre la prédominance relative et respective, et des thérapies ou des approches plus passives ou plus actives. Donc, je ne voudrais pas mettre l'accent sur un élément plutôt qu'un autre. Alors, cessez de trop théoriser peut-être, c'est ce que souvent je dis à mes patients, souvent qui me disent: «Est-ce que vraiment je peux me permettre de faire ça ou de modifier ceci?» Je dis: «Bah, écoutez, essayez voir». Et finalement, parfois, le cerveau, en effet, a besoin d'intégrer davantage en répétant une posture et Froggy-Mouth est alors tout à fait approprié pour appuyer cette habitude. Oui, donc dans les dilemmes ou la phase de sélection, je dirais s'il convient de choisir d'adopter Froggy-Mouth ou non, est-ce que c'est parfois incompatible selon vous ou non avec avec un autre appareil? Oui, oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que la proprioception risque de diminuer lorsque vous avez un autre type de, de rallonge dentaire, hein, par exemple en place. Donc, il faut savoir que c'est une fois de plus un autre chemin pour arriver au même résultat et qu'ils peuvent légèrement amortir le ressenti l'un de l'autre. Bon, ben merci, super déjà de toutes ces réponses. Je vous ai dit que les questions fusaient. Il y a heureusement une publication Facebook qui sera une page qui sera consacrée à chacune de vos présentations et de vos cours magistraux à l'issue du congrès. Donc, pour les destinés aux participants du congrès et aux clients de Froggy-Mouth, donc tous ceux qui aimeraient nous voir en replay auront droit à cet enregistrement. Et cela vous permettra aussi d'essayer d'approcher Samantha plus directement par le biais des questions-réponses ou de Messenger. Donc, je sais que Samantha nous a consacré du temps depuis le fin fond de son Texas et nous avons vraiment été heureux de pouvoir bénéficier de ces lumières. Et Samantha, après, on profite pour préciser qu'elle aime beaucoup le choix du fond vert, qui justement, vert j'espère, semble-t-il, lui envoie une lumière tout à fait favorable du côté du Texas et fait écho, bien entendu, aux produits Froggy-Mouth de leur grenouille préférée. Nous passons aux présentations suivantes après vous avoir remercié encore une fois, Samantha. Oui, tout de suite. Parfait. Samantha, merci infiniment pour ton temps et cette formidable conférence. Merci infiniment, Samantha, et à bientôt. Tout le monde. Ciao, ciao.